Salut les cadavres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va continuer un petit peu sur la 3D, on va continuer sur Mesh Mixer. Je vous rappelle, on n'est pas en train d'apprendre comment faire de la 3D, on est en train d'apprendre comment modifier un fichier 3D fait par quelqu'un d'autre et qui ne nous convient pas vraiment, ce qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide à acquérir comme connaissance. Vous avez sous les yeux un modèle de grenade que j'ai récupéré sur un personnage, voilà, un fichier STL classique de Space Marine. On essaye, je vous le rappelle, de se constituer une espèce de bibliothèque dans laquelle piocher, et pour ça, quand on chope un modèle et que par chance les parties du modèle ne sont pas fusionnées entre elles, on a vu comment on fait pour démonter le modèle en petits bouts et sauvegarder les petits bouts à part dans un coin pour après pouvoir jouer au Lego avec. En l'occurrence, j'ai une belle grenade, je n'ai pas besoin de 10 000 grenades différentes, hein, j'en veux une, je l'ai sous la main, ceci dit, la grenade que j'ai, elle a un petit problème, je dirais même qu'elle en a 3 pour être précis. Premier problème embêtant, le modèle est fait pencher, et je l'ai récupéré sur un modèle où elle était penchée puisqu'elle était appuyée sur sa jambe. Or moi je voudrais bien que ma grenade à la base elle soit verticale, plate, droite et facile à utiliser. Donc le premier problème c'est que elle est penchée. Le deuxième problème c'est que la personne qui l'a fait avait poussé le souci du détail, sachant que la grenade que vous voyez, si jamais là je l'imprimais, elle serait plus petite que la moitié de l'ongle de mon petit doigt. C'est qu'il a fait des trous pour mettre la goupille. Et quand on fait de la résine, c'est peut-être pas un problème, mais quand on fait du PLA, ce genre de détail à la con, ça va forcément mal ressortir, parce que l'imprimante va essayer de faire les petits trous, et il y a plus de chances d'avoir des bouts de plastique qui volent dans tous les sens que des petits trous. Donc on va virer les petits trous. Et la troisième, c'est que comme vous pouvez le voir, le modèle a très peu de polygones. Vraiment très peu, et que d'une certaine façon ça nous aide pas si jamais un jour on voulait le modifier. Il est vraiment très simplifié, très allégé. Premier souci, on va s'en occuper dès maintenant, parce que c'est le plus facile à gérer, hein, c'est les petits trous, et vous allez voir que ça fait un petit peu une forme de révision par rapport à ce qu'on a vu avant. Par chance ils sont bien plats, par chance ils sont bien ronds, c'est encore plus facile à enlever. Ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais vouloir forcément zoomer sur cet endroit pour pouvoir y travailler tranquillement. Je vais donc cliquer sur sélectionner, je vais aller sur une des faces à l'intérieur du trou, je vais en choisir une, voilà, je vais simplement cliquer dessus pour qu'elle se colorie, et dans View, je vais lui demander Center View. Comme ça, il m'a zoomé sur l'endroit, et avec la molette de ma souris, vous voyez que je peux jouer, et je peux voir que, par chance pour moi, l'intérieur est fait de faces tout à fait sélectionnables et visibles et assez régulières. Ce qui veut dire que maintenant avec ma souris, je fais gentiment le tour de l'intérieur, et je m'assure que j'ai bien tout sélectionné et j'efface. Je n'ai plus ensuite qu'à faire l'inspector en flat fill, et ça me bouche le trou. Et comme j'ai la touche W qui est activée, c'est-à-dire que je vois les polygones, je vois comment il m'a bouché les trous. Vous voyez qu'en termes de régularité, c'est pas foufou, mais on s'en occupera plus tard. Je retourne ensuite sur Select pour faire rigoureusement la même chose dans le second petit trou. J'efface, j'appelle l'inspecteur, et il me bouche le second petit trou. Techniquement, je viens de terminer la grenade par un bout géométrique, avec angle droit sur le côté, un petit truc arrondi, qui devrait s'imprimer assez normalement. Ceci étant, comme je suis un peu perfectionniste, j'ai pas envie de m'arrêter avec tout ce bordel de faces ici. Je vais donc demander à Mesh Mixer de repenser la façon dont les faces sont organisées. Alors ça peut sembler un petit peu flippant au début, parce qu'il y a plein d'options, et surtout que, en général, quand vous allez activer ça, le premier rendu va pas être le bon. C'est-à-dire qu'il va falloir aller faire un petit tour dans les réglettes, dans les boutons à activer, pour l'aider à comprendre ce que vous voulez. Ça se cache où ce bordel? Eh bien il faut que je fasse CTRL A. Et dans le menu Edit, vous avez ici Remesh, ou le raccourci R qui est encore plus rapide.
Quand je fais remèche, vous voyez, si je vais le relancer pour que vous le voyez encore mieux. Voilà ce qu'il a fait avec les faces. Là, vous voyez les trous qui ont été bouchés. Quand je lui dis remèche, il essaye de me recalculer le face les plus logiques possibles par rapport à ma nouvelle géométrie. Et on peut voir que la grenade en elle-même, il y a plein de petits reliefs dessus. Vous pouvez voir également sur le côté qu'il y a vraiment plein d'options. Et que toutes ces options, la régularité, la transition, le mode de liaison, tout ça, je vous invite, je peux pas vous dire c'est ça qu'il faut faire, parce que techniquement, fonction du modèle et fonction de ce que vous voulez, c'est pas les mêmes options. Je peux juste vous montrer ce qui se passe quand je change les réglettes, mais ça vous pouvez le faire chez vous. Si je lui demande d'augmenter la densité par exemple, il recalcule et vous voyez qu'il me multiplie les polygones. Ça ne m'amène pas forcément plus de détails. S'il y avait des détails à la base, ça va avoir tendance à les conserver. S'il n'y avait pas beaucoup de détails, vous allez juste multiplier les polygones sur une surface plate, ce qui va à peu près rien changer. Et à l'inverse, si je fais de la densité négative, vous voyez que on revient dans le « j'ai peu de polygones par face ». La régularité, c'est il essaye au maximum que chaque polygone ait à peu près la même dimension. Le problème dans mon cas, c'est que si par exemple je lui demande beaucoup de régularité, vous pouvez voir que mes faces, je peux aller me faire foutre en fait. Ça devient presque des écailles de dragon. Bah oui, il essaye au maximum de rentrer des faces qui ont la même dimension. Moi je veux pas de régularité dans ce modèle-là. Parce que, à la base, ce modèle n'a pas de régularité. Je vais retourner à des valeurs un peu plus plaisantes. Le préserve group border, là, moi en l'occurrence, il n'est pas obligatoire. Vous pouvez voir là-haut que ça a une incidence ici, si je le désactive ou si je le réactive. Comme quand j'ai lancé la transformation, il y avait certaines faces sélectionnées qui avaient une couleur différente. Si j'active la case, je lui dis, et ces endroits du modèle qui ont la même couleur, essaye de les conserver tels quels. Moi, en l'occurrence, techniquement, je m'en moque qu'il essaye de les conserver tels quels, vu qu'en fait, les endroits de couleurs différentes, c'était les trous que j'ai bouchés. Et dans mon idée, il doit faire partie de la face. Donc ce bouton ne m'intéresse pas spécialement. Évidemment, le préserve Sharp Edge, hein, le conserve les angles aussi pointus qu'il l'était, on va dire. Doit être assez souvent cliqué. Je vous laisse faire fouiller. Hein, je vous laisse faire fouiller. Ceci étant, une fois que vous l'avez remèche, vous validez et vous obtenez. Alors, si j'enlève la sélection, vous obtenez le même modèle qu'avant. Simplement, vous savez que vous avez altéré le nombre de faces, vous avez augmenté la régularité du modèle. Ça vous permet aussi de le manier plus facilement avec les autres outils de Mesh Mixer. Ça veut dire qu'une fois que vous avez transformé un modèle et que vous l'avez remèche derrière, quand vous allez vouloir le plan cut, quand vous allez vouloir le couper, l'étendre, jouer avec, Mesh Mixer va mieux comprendre quoi faire parce que le modèle est devenu beaucoup plus régulier. Et donc il arrive plus facilement à le couper, à l'étirer, à le compresser. Ça crée moins de surfaces bizarres sur le modèle. C'était mon premier travail, boucher les trous et remèche l'objet. Maintenant, j'ai mon problème d'orientation. Je voudrais que ma grenade elle soit posée à plat quand je l'imprime. Le problème, c'est que si je demande de le transformer, vous voyez qu'ici je suis en local frame. Local frame, ça veut dire que le petit pivot que j'utilise ici, si je bouge l'objet, il bouge avec l'objet. Démonstration, si je fais pivoter l'objet, parce que j'essaye à tout prix de me retrouver avec un objet qui serait droit, vous voyez que mon pivot, lui, il ressemble plus à rien. Il est complètement penché. Ben, logique, il avait des coordonnées de départ qu'il n'a pas oubliées en fait. Et pour lui, le haut de l'objet,
il est toujours complètement en biais. Et même si moi, en apparence, j'essaye de m'en dépatouiller, mais vous voyez que... voilà, j'ai du mal, finalement, à arriver à faire un objet qui serait vertical. Je pourrais très bien ici... Alors, je vais valider, pour acquérir le truc. Je retourne sur transformer. Vous voyez qu'en fait, le pivot, il est toujours tordu. Je pourrais lui dire, utilise les coordonnées du monde. Coordonnées du monde, alors c'est très pratique en apparence, parce que, vous voyez que du coup, mon pivot, il ne bouge plus, ce qui me permet à moi de faire des petites modifications pour essayer de trouver la verticalité de l'objet. Ce qui clairement n'est pas facile. Je retourne sur ma grenade. Je vois que l'axe est toujours complètement délirant. Je vais maintenant aller lui dire Edit, aligne. Quelle va être ma source? Ma source va être le point central. Ou le point de surface, c'est-à-dire que il va aller me coller contre la grille de départ ce que je lui dis. Ou le pivot. Je vais prendre le pivot. La destination, ah bah c'est en bas, c'est le niveau 0. J'accepte. En apparence, mon objet a disparu. Non, non, il s'est juste téléporté à une autre coordonnée où je ne suis pas. Et si je veux le voir, pas compliqué, je s'interview. Voilà ce qu'il m'a fait. Ma grenade, elle est au niveau 0. Il a mis à plat. Il a pris la surface qu'il a estimée. Bah oui, il fait comme il peut vu qu'on lui dit pas grand chose. Il a mis à plat et ce qu'il a mis au niveau 0, c'est quoi? C'est le pivot. Donc, c'est pas la surface de l'objet, c'est le pivot. Ce qui fait que mon objet est 50% en dessous, 50% au-dessus. Non, c'est pas grave. Vérifions si je fais transformation. Je suis toujours en local frame. Et vous voyez que le pivot, ce con, il s'est remis dans un sens intéressant. C'est-à-dire qu'il a cessé d'être avec ses angles complètement débiles au milieu. Mon objet est considéré comme à plat. Et le pivot s'est lui-même mis à plat et je suis en local. Ce qui veut dire que désormais, si je lui demande du 90 et que je remonte l'objet, on peut voir que c'est pas un 90 de fou. Vous voyez, techniquement, le bas de la grenade, on sent bien qu'il est penché. Et on va devoir faire des petits ajustements. Je vous fais une petite démonstration. Je corrige à la main et en fait ce que je fais c'est que je me mets en vue du dessous et je regarde comment est-ce que la grille disparaît. Et j'essaye de faire en sorte que toute la grille disparaisse en même temps. Vous n'arriverez pas à avoir quelque chose de mathématiquement parfait. En revanche, on est à une échelle telle que franchement, ça, ce que j'ai à l'écran, moi ça me suffit. Surtout que pour m'assurer que c'est bien plat, je vais faire un plane cut. Et je vais simplement ici venir enlever le bas au plus rond que je peux. Et je vais venir ramener un petit peu de ce que j'ai coupé. Là, je suis sûr que le bas de ma grenade, il est plat et qu'elle va s'imprimer de manière stable et finalement conserver sa droiture. Me revoilà avec la grenade de départ. Si j'essaye de la transformer, on peut voir que le pivot se situe au centre de la grenade. Admettons que moi je veuille ce pivot sur la tête de la grenade, pour que quand je fasse des rotations, la tête de la grenade ne bouge pas et que le reste de la grenade pivote. Il faudrait que je puisse déplacer ce pivot, finalement. Le souci, c'est que le pivot ne se déplace pas comme on pourrait l'imaginer. Ce que je peux faire en revanche, c'est ajouter à l'objet un autre pivot. Il faut que je garde le pivot de départ parce qu'il peut être très utile,
mais je peux me créer mon petit pivot personnalisé pour pouvoir faire pivoter l'objet comme je veux. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Edit, Create Pivot. Vous voyez ici que j'ai des options de placement, des options de coordonnées. Et en dessous, une petite réglette que je peux faire monter ou descendre. Là, en l'occurrence, j'ai envie que l'objet il soit au niveau de la tête. Ça veut dire qu'en travail préalable, ce que je devrais faire serait de sélectionner la tête. On va essayer d'être aussi net que possible. Alors oui, idéalement, j'aurais dû le faire sur la grenade, mais comme je l'ai déjà remise droite et que je l'ai déjà enregistré, voilà. Ici, j'ai ma tête qui est sélectionnée. Et il ne suffit pas d'en rester là. Il faut maintenant créer un groupe coloré. Voilà, un face group. Je l'ai ici. J'ai différencié la tête du reste de la grenade. Maintenant, je lui demande de créer un pivot. Je lui demande de le faire au centre du groupe sur lequel je vais cliquer prochainement. C'est ça qu'il faut comprendre. Et coordonner par rapport à l'objet. Préférentiellement que par rapport au monde, puisque l'objet de toute façon n'est absolument pas vertical et perpendiculaire aux coordonnées de base. Et je vais cliquer sur le groupe. Et vous voyez qu'il m'a placé le pivot au milieu de mon face group. Au milieu, et il a respecté, vous pouvez voir que la petite ligne jaune là, elle est dans l'axe de la grenade, la petite ligne bleue, elle est bien perpendiculaire, alors que si je lui avais demandé de placer l'objet en choisissant ici World Frame, j'aurais eu un pivot parfaitement vertical et parfaitement horizontal par rapport au plan. Or là, je l'ai par rapport à la grenade. Il me plaît, alors je peux modifier certaines choses, c'est-à-dire que maintenant je peux aller sur la réglette pour lui dire par exemple, soit plus haut, voire même soit hors de l'objet, je pourrais. On va dire que voilà, je vais le placer à l'entrée de la goupille, au moment où la goupille rejoint la grenade. Et je lui dis drop pivot. Voilà, et j'ai cette espèce de petit dessin à l'intérieur. C'est fini. Ça veut dire que maintenant, dans mon objet, j'ai un pivot, le pivot originel, que là je vois pas spécialement, mais j'ai ce petit bidouillus là. Et ce petit bidouillus, quand je clique dessus, quand je fais, transforme, il me remet le pivot qui m'intéresse pas, mais si je clique ici, il me met ce nouveau pivot, qui me permet de faire bouger mon objet avec la grenade comme base. Voilà. Vous pouvez également remarquer que j'ai pas moyen de retourner sur le pivot d'avant. Je peux pas jongler de l'un à l'autre. À partir du moment où j'ai commencé la transformation, il a déterminé quel était son point de départ. Et maintenant que j'ai commencé à jouer avec, il n'est pas en mesure de jongler d'un pivot à un autre pour refaire des transformations. C'est un petit programme. Ça veut dire que soit j'annule, soit je valide, mais je suis maintenant obligé de jouer avec ce nouveau pivot-là. Et des pivots, je peux en rajouter où je veux. Ça qui est intéressant, c'est que sur un même objet, vous pouvez rajouter plusieurs pivots pour définir des axes de rotation plus intéressants les uns que les autres. En l'occurrence ici, j'accepte. Si je lui dis transforme, il me remet sur le pivot de base. Je peux jouer avec le pivot d'avant. Et vous voyez ici que le pivot artificiel que j'ai créé, on a l'impression qu'il vole dans les airs. Et du coup, on se met à flipper. Alors qu'en vérité, quand je vais valider, il m'a ramené mon pivot artificiel pile poil à l'endroit où il devait arriver. Ce qui fait que si je retransforme et que je clique dessus, j'ai encore mon second pivot
qui me permet de faire pivoter ma grenade, préférentiellement sur la goupille. On a vu comment remesh un objet, et je vous assure qu'une fois que vous avez fait des transformations, c'est très utile. Alors, boucher les trous, ça on l'avait déjà vu, et on a vu comment créer des pivots artificiels aux objets pour les bouger là où on veut. Typiquement, si vous avez une épée et que le pivot il est au milieu de la lame de l'épée, c'est assez intéressant d'aller en coller un en plein milieu de la garde. Ça fait que vous allez pouvoir faire tourner l'épée sur un point d'attache qui serait à la garde et pas en plein milieu et après il faut vous faire chier à la replacer. Dernière chose que je voulais vous montrer, une chose très intéressante, les tampons. Alors, pas ce que vous pouvez imaginer éventuellement. Je vais essayer de vous faire ça le plus simplement possible. Voilà, j'ai sous les yeux une décoration. Une décoration qui est en forme de ruban. Elle est en 3 dimensions, tout ça, tout va très bien, tout le monde a compris de quoi il s'agissait. Genre de ruban honorifique qu'on trouverait sur un dreadnought ou sur une épaulette. J'ai la possibilité de créer des tampons à partir d'objets. Sauf qu'en fait, ces tampons ne peuvent se concevoir qu'à partir de surfaces plates. Ça veut dire que si je voulais, par exemple, ce ruban en tampon, je n'aurais pas un ruban avec des étages et des reliefs, j'aurais un ruban complètement plat. Si je fais un plan cut et que j'inverse la sélection, voilà, j'aurai un ruban qui ressemblerait à ça. Mais si ça m'intéresse, si c'est ce que je veux, je valide la coupe. Comme ça, j'ai un face group de ma coupure. Je double-clique dessus. Et dans le menu Convert, je vais lui demander de convertir ça en stamp. Il m'ouvre une image et il me dit « Voilà, si tu valides, voilà ce que tu rajoutes à tes stamps. » Je vais valider. Vous allez me dire « C'est super, et maintenant ?» Et bien maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais aller chercher... voilà un bras que vous connaissez peut-être. Ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir utiliser le tampon que j'ai créé sur l'épaule ici. Alors, on sait tous que c'est débile, puisque techniquement, il y a une épaulette qui va venir dessus. Mais admettons, c'est ce que je veux. Première chose que je fais pour me faciliter un petit peu le travail, je mets ça bien face à moi. Voilà. L'endroit où je vais mettre le tampon, j'essaye qu'il soit aussi droit que possible, ça va m'aider. Deuxième chose que je fais, je clique sur Stamp. J'ai des stamps qui sont, alors certains déjà tout faits, certains c'est moi qui les ai créés, je me suis fait une collection de tampons. Et on voit que le tampon tout en haut, c'est la forme que j'ai créée juste avant. Je la choisis. Je viens à l'endroit où je la veux, je me mets au milieu, j'enfonce le clic gauche, et je commence à tirer sur la figurine et vous voyez qu'il y a à peu près 2 étapes. Il y a une étape comme ça qui est moche et il y a une étape où je vois bien mon dessin. Je ne relâche pas quand c'est moche. Alors là, voilà, là je relâche pas parce que je ne vois rien. Là, j'essaie d'arriver dessus, c'est pas évident. Voilà, là je relâche pas parce que je ne vois rien. Mais à partir du moment où je vois le résultat, je peux relâcher. Ça fait quoi? Ça fait que ça me fait un face group de la forme voulue. Ce qui veut dire que maintenant, avec Select, je peux double-cliquer dessus. Et dans Déforme, je peux lui dire Transform. Et voilà que je sors de mon bras la forme que j'ai voulu. Et vous voyez que quand elle sort, les bords sont extrêmement biseautés. Il suffit que je tire sur le petit carré jusqu'à obtenir quelque chose de plus volumineux. Je valide. Je désélectionne tout. Je fais un CTRL A, Modify, Clear Face Group. Et voilà, je viens de créer sur l'épaule de ce bras un petit truc qui est forcément plat. Hein. Ne vous attendez pas à un objet en 3D.
pour faire un objet en 3D qui sortirait de là de manière assez facile, c'est une autre méthode qu'on verra plus tard. Ça, c'est vraiment du stamp. Ce qui veut dire que si j'annule tout ça, je fais du CTRL-Z, hein, voilà, encore, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, jusque là à peu près, je dirais, voilà, et que j'efface les face groups, dans mes stamps, je pourrais aller chercher une étoile, lui dire dessine-moi une étoile, double-cliquer sur l'étoile, cliquer sur transformer et lui faire une étoile sur le bras. C'est à vous de vous faire votre collection de tampons en trouvant des formes qui vous plaisent, en les mettant à plat, en les sélectionnant et en cliquant sur Convert to Stamp. La seule chose que vous ne pouvez pas faire, c'est essayer de faire un stamp à partir d'une surface qui n'est pas en un seul bout. Un exemple rapide, vous ne pourriez pas faire un stamp qui consisterait en un cercle avec un point au milieu. Parce que le cercle et le point n'ont pas de connexion entre eux, et techniquement pour lui, soit vous faites le cercle, soit vous faites le point, mais vous ne pouvez pas avoir dans un stamp deux formes distinctes. Il faut qu'il y ait une liaison entre elles. Prenons un cas de figure. Voilà, je prends ça par exemple, symbole Blood Angel. Je vais enlever cette étoile. Je vais chercher mon symbole Blood Angel ici. Si je veux mon symbole Blood Angel, vous voyez qu'il faut que les ailes touchent la goutte. Si les ailes ne touchaient pas la goutte, si elles étaient à part de la goutte, j'aurais pas pu faire ce tampon-là. Il a vraiment fallu que je soude les ailes à la goutte pour qu'ils comprennent que c'était le stamp que je voulais. Si je pars sur ce polygone et que je vais chercher mon étoile, vous voyez que j'arrive pas à la dessiner. Je dis vraiment, il est super pas content, il veut pas me faire une étoile. Le problème qu'il a, c'est qu'en réalité, mon polygone est composé de tellement peu de faces que comment voulez-vous qu'il dessine quoi que ce soit? Ce qui veut dire qu'il faut que je le remèche en augmentant sa densité. On se fout complètement de la régularité. On le remèche une deuxième fois, une troisième fois, et vous voyez qu'en fait, j'ajoute de la complexité. Visuellement, mon truc n'a pas changé. Si je l'imprime, il ressemblera aussi à ça. J'ai juste ajouté beaucoup de complexité dessus. Et maintenant, quand je veux faire mon étoile, eh ben il comprend. C'est pas tant qu'il comprend qu'il arrive à sélectionner des faces pour me satisfaire. Donc parfois, quand vous n'arrivez pas à faire votre stamp, la solution, c'est de remesh. C'est aussi pour ça que je vous ai montré remesh. Et si vous n'aimez pas les étoiles qui sortent un peu trop comme ça et que vous voulez que ça soit un peu plus smooth, vous sélectionnez non seulement la face, mais aussi l'épaisseur, et vous lui demandez dans des formes de smooth tout ça, avec un max de smoothness. Et vous obtenez quelque chose d'un peu plus rond, d'un peu plus naturel. Voilà, monsieur, dame, on est arrivé au bout. C'est mignon, on dirait un coussin. On est arrivé au bout, on a vu les pivots, on a vu le remesh et on a vu le stamp. C'est déjà pas mal à intégrer, plus ce qu'on a vu avant. Ben, amusez-vous bien, transformez tout ça, imprimez tout ça, et utilisez tout ça surtout, parce qu'il n'y a rien de pire que d'imprimer des trucs pour ne pas s'en servir. Salut les cadavres!